Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. À la une aujourd'hui, cette information confirmée par l'Elysée. François Hollande a bien été hospitalisé pendant quelques jours en 2011 et opéré pour un problème de prostate. Il n'était pas encore candidat officiel à la primaire socialiste à l'époque. Nous retrouverons Jeff Wittenberg en direct. Salut à tous et bienvenue pour ce 49e numéro des infos dont on parle peu. Je ne vais pas vous parler de la prostate du président, nos chers médias s'en sont occupés toute la journée du mercredi, non-stop. Je vais vous parler de choses beaucoup plus importantes. On va parler d'infos internationales, où on va notamment revenir sur l'Ukraine. On va faire aussi le tour du Moyen-Orient. On va parler d'économie, où on va mettre le doigt sur la France en crise. Et on terminera avec la santé et environnement. On va parler un petit peu du gaz de schiste, un petit peu de Monsanto, un petit peu de Fukushima. Et j'ai fait réagir aussi Jean-Pierre Petit sur une vidéo que nous avons mise en ligne cette semaine. Attachez vos ceintures et on y va. On attaque les infos internationales et comme promis, on commence par l'Ukraine. L'Ukraine qui a donc rejoint ou qui s'est plutôt encore rapproché de la Russie et de l'Union douanière plutôt que de l'Union européenne. Alors ça a laissé place à beaucoup de manifestations en Ukraine, plus ou moins provoquées. En tout cas, il y a eu de blocage de la part des manifestations, blocage des organes d'État, donc ce qui a fait dire au Premier ministre ukrainien que c'était une sorte de coup d'État. Alors je cite, « Bloquer le fonctionnement des organes d'État est un signe d'un coup d'État. C'est très sérieux. Nous faisons preuve de patience, mais nous ne souhaitons pas que nos partenaires aient l'impression que tout est permis. » Voilà la déclaration de M. Azarov, le Premier ministre ukrainien. Alors à noter que des militantes fémènes se sont permis d'uriner sur le portrait du président ukrainien et ça s'est passé à Paris, en France. Et sans que personne ne dise rien. Les médias l'ont pas trop couvert. Voilà, c'est quand même assez scandaleux de leur part. On continue, on va parler de la Libye maintenant. Et un ancien du régime de Kadhafi qui porte plainte contre la France parce qu'il prétend avoir été torturé. Dans un livre paru cet automne, Tahar Denek, ancien responsable des comités révolutionnaires de Kadhafi, raconte comment il a été torturé par les Français au moment de l'intervention en Libye. Mais il ne compte pas en rester là. Son avocat, maître Éric Moutet, a déposé plainte à Paris pour obtenir l'ouverture d'une information judiciaire. Tahar Denek, ancien responsable des comités révolutionnaires, considérés comme les piliers de l'ancien régime de Mouammar Kadhafi, avait déjà porté des accusations dans un livre, ce qui s'intitule « Sarkozy-Kadhafi, histoire secrète d'une trahison », qui est paru l'automne dernier. Alors il y explique notamment comment il a été torturé à l'électricité et à la matraque électrique. Je cite, « Il me mettait pieds nus dans une flaque d'eau et envoyait le courant. Français et Qataris posaient les mêmes questions. Si ma réponse divergeait, c'était l'électricité. » Alors selon la plainte, Tahar Denek a été arrêté le 21 septembre 2011 par la Katiba. Emmené dans un hôtel reconverti en prison en bord de mer, il y aurait été détenu pendant 40 jours. Il y affirme avoir été torturé par des Libyens et par des Qataris. Il ajoute également que des Français auraient participé à ces séances à plusieurs reprises. 2 hommes, entre 35 et 45 ans, habillés en civil, et une femme, toujours habillée en civil, elle aussi, les cheveux noirs, la peau blanche et mesurant environ 1m65. Enfin, d'après ce Tahar Denek, les Français auraient appartenu à un groupe baptisé Bernard Lévy. Toujours selon le récit de l'ancien responsable des comités révolutionnaires, les interrogations portaient sur son travail, sur la famille Kadhafi, mais également, selon la plainte, sur les lieux de stockage des missiles, les caches d'armes, sur l'argent remis par le colonel Kadhafi aux étrangers. Alors je cite, « Nu et cagoulé, j'étais suspendu à un axe par les bras et les jambes, balancé la tête en bas pendant que j'étais frappé à coups de bâton et soumis à des décharges électriques derrière les oreilles, sous les aisselles et sur les testicules. » Voilà ce qui est écrit dans la plainte. Alors Tahar Denek a été libéré le 27 octobre dernier. Il s'est enfui en Tunisie, d'où il est originaire. Il a été également interrogé par la justice tunisienne 3 mois plus tard sur demande des autorités libyennes pour atteinte à la sécurité extérieure de l'État tunisien. On continue, on parle de la Syrie maintenant, où des rebelles syriens se sont emparés de la ville de Maoulouda.
Alors, les rebelles syriens, dont des djihadistes du front al-Nosra, se sont emparés de la totalité de la ville chrétienne de Mahalouda au nord de Damas. Voilà ce qu'a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des combats sont toujours en cours en tout cas. Selon l'agence officielle Sana, les rebelles seraient entrés dans le couvent orthodoxe de Mar Takla, situé au milieu de la ville, et jusqu'à là contrôlé par l'armée, où se trouvent 40 religieuses et orphelins. Radio Vatican a d'ailleurs annoncé que 12 religieuses orthodoxes ont été emmenées de force de leur couvent. On continue, on va parler d'Israël, de l'Iran et de l'Arabie Saoudite. On démarre avec l'Israël qui aurait pris pour cible délibérément des journalistes. Ce n'est pas la première fois, hein. Le groupe de presse Foreign Press Association, qui regroupe tous les médias étrangers, y compris l'AFP, a accusé l'armée syrienne de viser délibérément des journalistes après que des soldats aient tiré des balles en caoutchouc et lancé des grenades assourdissantes en direction de ces journalistes qui ont été identifiés au préalable comme journalistes. Dans un communiqué, le groupe basé à Tel Aviv a déclaré que les troupes avaient directement ciblé un groupe de photographes couvrant les escarmouches à Kalandia, passage entre Jérusalem et Ramallah. Plus tôt, un photographe italien indépendant, couvrant le même incident, avait presque été frappé au visage par une balle en caoutchouc. On continue, on parle de Yasser Arafat maintenant. Alors il y a quelques temps, je vous donnais les conclusions d'une étude suisse qui concluait que Yasser Arafat avait été empoisonné au polonium. Ils avaient retrouvé à peu près 20 fois la dose maximale du corps humain en polonium dans son corps à lui. Et là, aujourd'hui, c'est une étude française qui contredit complètement la version suisse. Alors on ne sait plus trop où on en est. Donc aujourd'hui, les experts français chargés par la justice de procéder à des analyses sur la dépouille de l'ancien président palestinien ont rendu leur rapport. Selon eux, la réponse est non, il n'y a pas eu d'empoisonnement, sa mort était naturelle. Donc voilà, je ne sais pas qui a juste, qui a faux, mais en tout cas, il y a une des deux équipes qui n'est ou alors qui ment, ou alors qui n'est pas qualifiée pour faire ce genre d'expertise. On continue. Alors, la semaine dernière, je vous annonçais que l'Iran et les 6 pays, Angleterre, Allemagne, France, Chine, Russie, États-Unis, s'étaient mis d'accord par rapport au nucléaire iranien. Il y avait eu un deal de conclu, tout était beau dans le meilleur des mondes, mis à part Israël qui contestait cet accord. Aujourd'hui, on apprend que l'Union européenne interdit à l'Iran d'utiliser les ports européens pour les navires iraniens. Alors on continue un petit peu dans le même esprit, alors que le deal, encore une fois, a été trouvé. Israël et l'Arabie Saoudite sont en train de coopérer pour saboter les installations nucléaires iraniennes. Le responsable de l'espionnage saoudien et le directeur du Mossad, l'agence de renseignement israélien, ont envoyé leurs représentants à une réunion à Vienne le 24 novembre afin d'accroître la coopération entre les deux parties dans les opérations de renseignement et de sabotage contre le programme nucléaire de l'Iran. L'une des propositions proposées lors de la réunion a été de produire un malware pire que le Stuxnet. Alors un malware, c'est un virus informatique. Pire que le Stuxnet. Alors le Stuxnet, si vous vous rappelez bien, c'est le virus informatique qui a été mis en route par Israël et par les États-Unis qui devait atteindre l'informatique iranien qui contrôlait le nucléaire. Je continue. Pire que le Stuxnet pour espionner et détruire la structure du logiciel du programme nucléaire iranien. Ce plan a besoin de beaucoup de temps et de financement, environ 1 million de dollars, mais il a été très bien accueilli par l'Arabie Saoudite. Donc on continue comme ça. Et d'ailleurs, on continue un peu dans le même esprit, toujours avec le deal qui a été conclu. Eh bien, un responsable du Congrès US qui s'appelle Duncan Hunter a déclaré, lui, que si les États-Unis devaient frapper l'Iran, alors on se demande bien pourquoi les États-Unis devraient frapper l'Iran maintenant, les USA devraient bombarder massivement les installations iraniennes et même balancer des bombes nucléaires sur les installations nucléaires iraniennes. Ça m'a l'air d'être une riche idée. On continue et on parle de l'OTAN et des États-Unis en Afghanistan. Alors je vous racontais le fait que les États-Unis veulent partir de l'Afghanistan en 2014. Alors tout ça n'est pas très clair. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'OTAN et les États-Unis mettent la pression sur l'Afghanistan afin que ceux-ci signent un traité de sécurité avec les États-Unis. Alors, pourquoi est-ce que les États-Unis et l'OTAN veulent mettre la pression sur l'Afghanistan et pourquoi est-ce que l'Afghanistan, avec Hamid Karzai en président jusqu'au printemps prochain, alors pourquoi est-ce que le président n'est pas pressé de signer ce traité? Certainement parce que dans ce traité, il est écrit que les soldats américains pourront procéder à des raids dans les domiciles du peuple d'Afghanistan. Et aussi peut-être parce que ces mêmes soldats pourraient
avoir l'immunité juridique. Voilà. Mais bon, hein, pas de panique. Obama, d'abord, il a promis de s'excuser par rapport à toutes les bourdes des drones et des attaques des militaires américains sur des innocents. Il a promis de s'excuser et il a promis également que ça ne se reproduirait pas. Donc là, on peut être sûr du résultat. On continue et on va parler du reportage qui a été mis en ligne par l'agence Infolibre cette semaine. Le reportage qui parle de la suppression du référendum en cas de fusion entre deux collectivités. Alors ça c'est très important, hein. Il faut absolument que vous alliez voir ça. Vous regardez comment l'oligarchie veut supprimer l'État-nation France et tous les États européens pour en faire une Europe régionale. Très très importante, je vous mets le lien sous la vidéo, allez voir cette vidéo. On continue et on va parler maintenant du système Eurosur anti-immigration. Alors ça, j'étais même pas au courant que ça existait, je vous avoue. Hein. Le système Eurosur anti-immigration. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le 2 décembre dernier est entré en vigueur le système Eurosur, un nouveau système européen de surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Il vient renforcer l'agence de coordination Frontex. Alors ça non plus, je ne connaissais pas Frontex. Et s'appliquera en priorité à la Méditerranée. On continue, et d'ailleurs on en termine avec les infos internationales sur cette information-là. Le site Amazon, amazon.com, que vous devez tous connaître, le site de vente en ligne, a proposé de mettre en place un système de livraison par drone. Donc là, ça va être sympathique de voir tous ces drones voler dans les airs. Alors apparemment, ils promettent une livraison en moins de 10 heures, si j'ai bien compris. Hein. 10 heures pour faire des livraisons. Bon, évidemment, il faudra se trouver aux alentours d'un dépôt d'Amazon, j'imagine. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est les premiers pas vers les livraisons par drone, ce genre de choses. On attaque la partie économie maintenant et on va parler de la Chine. 2 informations à vous communiquer. La première, c'est la Chine qui apparemment ne voudrait plus acheter du dollar américain. Les Chinois qui ont accumulé 3 440 milliards de dollars de réserves semblent vouloir changer de politique. En effet, un des responsables de la banque centrale chinoise Yi Gang a déclaré, je cite, « Il n'est plus dans l'intérêt de la Chine d'accumuler les réserves de change étrangères. » Bon, alors avec l'opposition entre la Chine et le Japon à propos des îles Senkaku, avec évidemment les États-Unis du côté japonais, on sent que la tension monte entre les deux grands géants américains et chinois. Alors à noter que l'agence Infolibre a réalisé une interview d'Olivier Delamarche qui est en ligne. Je vous mets évidemment le lien sous cette vidéo. Interview dans laquelle Olivier Delamarche réagit sur cette information en ce qui concerne la Chine et le dollar US. Je vous laisse voir par vous-même. On continue, une autre information à propos de la Chine, puisqu'on apprend que le yuan vient de passer devant l'euro comme deuxième monnaie la plus utilisée sur les marchés mondiaux. L'an dernier, la part du commerce mondial en ce qui concerne le yuan était de un peu plus de 1% par rapport à l'euro qui lui était à peu près à 8%. Aujourd'hui, le yuan a atteint presque 9%, laissant l'euro loin derrière. Voilà, on continue. Alors on va parler de la France et donc qui s'enfonce dans la crise, comme je vous le disais en introduction. Alors première chose, un article très intéressant de Jacques Sapir, presque comme d'habitude j'allais dire, qui nous fait un petit briefing de tout ce qu'il faut savoir sur le chômage en France, et région par région, catégorie par catégorie. Je vous laisse voir ça par vous-même. D'ailleurs, le graphique que vous avez devant les yeux est assez parlant, je trouve. Hein. On voit bien que le chômage augmente, hein, quoi qu'en dise le gouvernement. Alors justement, puisqu'on parle du chômage, on va faire un petit passage sur les suppressions d'emplois cette semaine, puisqu'on a appris que chez Veolia Eau, on attend 700 suppressions d'emplois. Chez les laboratoires Janssen, 176 suppressions d'emplois. Et chez Nice Matin, donc le journal Nice Matin, 148 suppressions de postes aussi. Voilà, donc les journaux, les médias qui vont très très mal en ce moment. Alors bon, quand les médias vont très mal, c'est vrai qu'ils sont déjà pas mal aidés par l'État, hein. C'est ce que je vous avais envoyé, le rapport de la Cour des comptes, etc. Ce qui est assez scandaleux, quoi. Hein. Eh bien, on apprend que pour le journal L'Humanité, sa dette va être annulée. Et qui va payer? Vous et moi, bien sûr. Alors, ça va pas fort pour l'humanité. Bon, pas de panique, hein. L'État est là, puisque le 3 décembre dernier, l'Assemblée nationale a demandé purement
est simplement d'annuler la dette du journal. Je cite, « Les créances détenues sur la société nouvelle du journal L'Humanité, au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009, et imputées sur le compte de prêt du Trésor numéro 90305, sont abandonnées à hauteur de 4 86 710,31 € en capital. » Voilà, donc ça c'est vous et c'est moi qui allons payer. Hein. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés. Voilà, comme ça au moins l'Humanité peut repartir de zéro. Mais bon, c'est pas pour ça qu'ils vont pouvoir vendre plus de journaux. Hein. On continue un petit peu dans les révélations, ça aussi assez rigolo. Le porte-avions Charles de Gaulle à l'arrêt pour révision. Coût 1,3 milliard d'euros. Alors, pendant 20 mois, le porte-avions va subir une révision complète, un lifting d'un montant de 1,3 milliard d'euros. De septembre 2016 à février 2018, le porte-avions Charles de Gaulle va subir un arrêt technique majeur pour une révision complète du bâtiment. C'est ce qu'on a appris auprès du ministre de la Défense. Ce type d'arrêt est prévu tous les 7 ans et demi. Le 23 octobre dernier, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, avait indiqué devant la commission élargie de l'Assemblée nationale que cet arrêt se déroulerait comme prévu pour un coût de 1,3 milliard d'euros. Enfin bon, il est gentil, hein, le ministre de la Défense, mais bon, je pense que le porte-avions Charles de Gaulle, avec tous les problèmes qu'il a eu ces dernières années, il a passé plus de temps en maintenance que sur la mer. Donc, qu'on vient de me dire aujourd'hui que c'était prévu et qu'il va passer un certain nombre de mois à se faire réviser pour 1,3 milliard, c'est quand même fort le café. Hein. On continue dans la partie économie et je vous parlais la semaine dernière de l'Arménie. Vous savez, l'Arménie qui était sous la demande de l'Union européenne qui les pressait pour rejoindre le fief de l'Union européenne. L'Arménie qui hésitait entre l'Union européenne et l'Union douanière avec la Russie notamment. Et bien aujourd'hui, Poutine, lui, le malin comme il est, il a réduit le prix du gaz pour l'Arménie. Voilà, comme ça au moins il est sûr que l'Arménie restera avec lui. il est malin ce Poutine. Alors la Russie et l'Arménie se sont entendus sur le prix du gaz russe. Voilà ce qu'a annoncé Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse à Erevan, précisant que ce prix allait baisser à 189 $ les 1000 m3. Selon lui, la Russie abolira la taxe frappant les exportations de ces matières énergétiques vers l'Arménie. Bien que cette décision fasse subir au budget russe un manque à gagner substantiel, elle sera bénéfique pour l'économie arménienne. Voilà ce qu'a souligné M. Poutine. Bon, c'est bénéfique pour l'économie arménienne, mais c'est surtout bénéfique pour lui, pour garder l'Arménie avec lui. Comme ça, il va pouvoir faire passer, comme je vous le disais la semaine dernière, les produits, les biens, etc. par l'Arménie jusqu'à l'Iran. Voilà. On continue et puis on va parler de la pauvreté. Alors je vous parlais de la France en crise, on va parler de l'Europe en crise également, puisqu'on apprend que près de 125 millions d'Européens sont menacés de pauvreté ou d'exclusion. Près du quart des habitants de l'Europe sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. Ça, c'est en 2012 selon Eurostat. La tendance est à la hausse par rapport aux années précédentes. À la hausse puisque 24,8% des Européens étaient concernés en 2012 contre 23,4% en 2011 et 23,7% en 2008. La réduction du nombre de personnes confrontées au risque de pauvreté ou d'exclusion est l'un des objectifs clés de la stratégie d'Europe 2020 de l'Union européenne. Vous avez noté, hein, l'Europe 2020. Hein. Ouais, parce que là c'est tellement le bourbier qu'il n'y a pas de vision à court terme ou à moyen terme. C'est 2020. Hein. Avant ça, il n'y a rien à espérer. En Bulgarie, c'est presque une personne sur deux, 49% des gens qui sont menacés de pauvreté ou d'exclusion en 2012. La proportion est également particulièrement élevée en Roumanie, 42%, Estonie, 37%, en Grèce, 35%. A l'inverse, seuls 15% des habitants de la République tchèque étaient à risque, 17% en Finlande, 18% en Suède et au Luxembourg, et en France, la proportion est à 19%. Voilà, alors bon, on parle de pauvreté en Europe, on parle de pauvreté en France. Alors justement, cette année, s'est ouvert la 29e campagne hivernale des Restos du Cœur. Et 29e campagne hivernale, le taux de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. Cette année, on attend plus de 1 million de bénéficiaires. 1 million. Donc, 29e campagne hivernale, plus de 2000 centres ouvrent leurs portes quotidiennement, ou au minimum 2 fois par semaine, pour servir des repas à ceux qui sont inscrits. Le seuil symbolique du million de bénéficiaires devrait être franchi cette année. 960 000 personnes ont été aidées pendant l'hiver 2012-2013 pour un total de 130 millions de repas. Ce chiffre augmente chaque année et le seuil symbolique du million va être atteint cette année-là. On attaque la partie santé et environnement maintenant, et on va démarrer avec les gaz de schiste, puisque l'Académie des sciences a pondu son rapport sur le sujet.
L'Académie des sciences a délivré son avis sur les gaz de schiste le 15 novembre dernier. Préparé par le comité de prospective en énergie de l'Académie, le rapport expose l'état des connaissances actuelles sur les risques principaux liés à l'exploration et l'extraction des gaz de roche-mère, dits gaz de schiste. 9 recommandations sont délivrées pour la France. Alors, je vous passe tout le baratin des 9 recommandations, hein, ça c'est pour faire beau, hein, pour nous dire que attention, la pollution, attention, hein, etc. Si vous voulez aller le voir, allez voir, c'est du baratin. On va se concentrer essentiellement sur ce qui est important. Je cite. Concrètement, le comité propose comme première voie d'action de procéder à des tests en vraie grandeur dans des conditions respectant la réglementation en vigueur. Pour cela, les zones déjà fracturées des vieux bassins charbonniers semblent tout indiquer. On peut y faire des tests par puits verticaux, sans fracturation hydraulique, et la matière organique y est abondante et propre à générer d'importantes quantités de gaz. Si la loi interdit la fracturation hydraulique, elle n'interdit en effet ni les forages verticaux, ni les forages horizontaux réalisés à partir de ces derniers. Voilà, donc on va contourner le forage hydraulique, on va dire verticaux, horizontaux, sans creuser la roche, ne vous inquiétez pas, tout va aller bien. Je continue. Le comité mentionne des méthodes alternatives utilisant l'électrofissuration, la fracturation thermique ou l'injection de propane ou de CO2 supercritique, mais conclut qu'elles ne constituent pas à l'heure actuelle des alternatives à la fracturation hydraulique. Il faut donc s'atteler à l'amélioration des procédés de fracturation hydraulique, laquelle, interdite en France aujourd'hui, pose principalement des questions sur ses effets environnementaux, à savoir la pollution des aquifères par le méthane, l'intégrité du tubage, la gestion des fluides de fracturation, les fuites de méthane dans l'air et sa consommation importante en eau. Sur la pollution des aquifères, le comité de prospective estime que le risque de contamination directe est peu probable et peut être maîtrisé si une distance verticale de sécurité avec les aquifères est respectée. Voilà, donc en d'autres mots, toutes les méthodes alternatives ne sont pas au point et elles ne fonctionnent pas. Il n'y en a qu'une de méthode, c'est la fracturation hydraulique. Et il faut donc améliorer ce système, comme c'est écrit dans cet article, améliorer le système. Bon, on va essayer, on va dire que si on maîtrise une distance verticale de sécurité, ça polluera moins l'eau, etc. Donc il faut rester vraiment très vigilant sur cette histoire de gaz de schiste. On continue et on va parler de Fukushima, une information qui n'est pas vraiment une information qui est détonnante, hein, puisqu'on apprend que l'eau radioactive va être finalement déversée dans l'océan Pacifique. Ça on le savait déjà, mais là au moins c'est clair, net et précis, c'est noir sur blanc. L'homme en charge du nettoyage de la centrale nucléaire de Fukushima, Dave Klein, a indiqué dans une interview que les centaines de milliers de tonnes d'eau contaminée seront déversées dans l'océan Pacifique. Dave Klein estime qu'après le traitement de cette eau et la suppression des éléments radioactifs, elle pourra être déversée sans danger dans le Pacifique. Je cite, « En fin de compte, quand l'eau sera déversée, elle aura été diluée. Ainsi, il n'y aura pas de risque pour la santé publique, mais c'est une question chargée d'émotions. » Voilà, je ne sais pas comment il va décontaminer l'eau. Ça, c'est un tour de magie. Hein. On parle maintenant des OGM, on parle de Monsanto en Argentine. Alors ça, c'est un article qui a été mis en ligne par l'agence Infolibre. Je vous invite à aller le voir sur notre site internet agenceinfolibre.fr. Alors, il s'agit de la population qui se soulève contre Monsanto en Argentine. Hein. Monsanto annonçait en juin 2012 la construction en Argentine de sa plus grande fabrique de semences de maïs transgéniques d'Amérique latine. Le pays, déjà deuxième producteur mondial d'OGM, est en passe de devenir un producteur de semences génétiquement modifiées bon marché pour l'exportation. Sur le terrain, le bras de fer entre les habitants et la firme devient des plus musclés. Alors l'article relate tout l'historique de l'opposition entre Monsanto et la population argentine. Allez voir par vous-même. Mais bon, le dernier rebondissement marque une détérioration du conflit. Le 28 novembre dernier au matin, un groupe d'environ 60 gros bras s'est présenté sur le site pour saccager le camp. Les militants ont dénoncé la participation du délégué d'un syndicat de la construction, des engins de chantier et des camions étant par ailleurs immobilisés sur le site depuis plusieurs jours après une première tentative de déloger les occupants. Donc voilà, la solution de Monsanto, quand il n'y a plus de solution, justement, on va embaucher des gros bras puis on va essayer de mettre tout le monde dehors. Hein. 2 enquêtes d'opinion en Argentine révèlent que 63,2% des Argentins sont contre l'installation de la multinationale dans la province et 68,8% soutiennent le mouvement de résistance des habitants.
3 universités nationales ont également dénoncé publiquement la légalité de l'installation de Monsanto. Les professeurs de droit de l'université catholique, celle de Rio Cuarto et celle de Cordoba, ont souligné le fait que la construction ait été autorisée sans la réalisation préalable d'une évaluation d'impact environnemental ni consultation publique, deux dispositions pourtant obligatoires. Elles ont également rappelé l'existence d'un principe de précaution argentin, des mesures de protection devant être prises lorsqu'il y a des risques sur la santé publique et sur l'environnement. Voilà, le reste de l'article, je vous laisse le lire, c'est sur le site agenceinfolibre.fr. On termine cette partie santé-environnement avec une vidéo que nous avions mise en ligne cette semaine, une vidéo sur l'énergie libre et de Nikola Tesla. Alors bon, ça a suscité énormément de commentaires, presque des injures. Bon, écoutez, on va peut-être pas aller jusque là quand même, mais bon, j'ai demandé à Jean-Pierre Petit de réagir sur cette vidéo. Écoutez. Bonjour Jean-Pierre Petit. Bonjour. Je vous ai demandé de réagir aujourd'hui par rapport à la vidéo que nous avons mise en ligne cette semaine, la vidéo qui traitait de l'énergie libre. Alors on s'est fait attraper par plusieurs personnes sur Internet, on s'est fait traiter de tous les noms, j'allais dire. Donc c'est pour ça que je vous ai demandé de réagir aujourd'hui. Alors si on prend les points de la vidéo, si on parle du moteur à eau, qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui avez vu cette vidéo? Écoutez, l'histoire de moteur à eau, moi j'ai été mêlé de très près à ce genre de choses. Alors effectivement, par exemple, il faut s'appuyer sur quelque chose de concret qui est le moteur Pattone. Dans le moteur Pattone, eh bien, on mélange au carburant un aérosol, un brouillard d'eau, et ce brouillard d'eau fait de très fines gouttelettes passant dans des parois métalliques s'électrise. Et à ce moment-là, en s'électrisant, il brise les macromolécules et il augmente le rendement de combustion. Et ça, c'est parfaitement prouvé, c'est solide, il n'y a aucun problème, c'est avéré. Alors pourquoi est-ce que ça ne se trouve pas actuellement dans l'industrie automobile? La raison est très simple, c'est que Pantone ayant mis son procédé dans le domaine public, c'est pas brevetable. Alors à ce moment-là, les grandes industries automobiles n'ont pas du tout envie, elles préfèrent vendre des pots catalytiques qui coûtent très cher et qui traitent le problème à la sortie, plutôt que de mettre sur en voiture ce genre de choses, parce que ça, c'est pas brevetable, on peut gagner de l'argent avec. Et quelles sont les performances d'accroissement de rendement de ce système? Très bonne question. Disons que ce sont des choses où on peut arriver à 10, 15, 20% d'économie, ce qui est extraordinaire. Mais ce genre de choses, moi je connaissais ça depuis que j'avais l'âge de 10 ans. Tous les industriels vous diront, dans les centrales thermiques, on envoie du fioul pour le faire brûler et on envoie de l'eau pour que le rendement de combustion soit meilleur. Par exemple, ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'aéronautique, c'est encore assez récent, se rappelleront des post-combustion avec injection d'eau. C'est-à-dire que quand vous preniez un avion en réaction, vous faisiez le plein avec du fioul et vous mettez un peu d'eau. Comme c'est incroyable, mettre de la flotte, ben oui. Et moi, je m'étais fait expliquer ça quand j'avais une douzaine d'années au bain des découvertes, au musée de l'aviation, au salon de l'aviation. Et tu disais, c'est pour briser les grosses molécules. Donc, il y a une augmentation de rendement qui se fait. Alors là où c'est très paradoxal, et ça nous ramène aux travaux de l'ébéniste, c'est que cette efficacité n'était pas aussitôt qu'on utilise. Il y a plusieurs eaux. Et moi, j'ai été témoin du fait que des gens comme David Dieul et Christophe Tardy, qui avaient essayé de monter une entreprise là-dedans qui s'appelait Hypno, ils étaient déconcertés parce qu'ils vendaient des économies d'eau de carburant à des paysans qui installaient ça sur leur tracteur, parce qu'ils ne pouvaient pas le mettre sur des voitures, et avec le même économiseur et le même tracteur, il y en a un qui disait « Je vous bénis, j'économise 20% sur mon carburant », et l'autre qui écrivait « Vous êtes informant, remboursez-moi ». Il ne comprenait pas pourquoi. Parce que les équipes n'utilisaient pas la même eau. Alors maintenant, cette histoire de l'eau au pluriel, ça c'est Montagnier, c'est béniste, et ça c'est tout à fait vrai. Bon. Et effectivement, les propriétés de l'eau, la structuration de l'eau se détruit à 70 degrés. Ça a été montré par béniste et les autres trouvaient la même chose. Donc si vous voulez, le fait de mettre de l'eau dans le carburant et d'arriver à une économie, c'est réel, c'est solide, c'est intéressant. Maintenant, évidemment, des journalistes, même ça date déjà de 20 ans, ont dit oui, on arrive même à marcher avec 100% d'eau. Alors ça, c'est de la connerie, c'est tout. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. À chaque fois, on vous dira, mais pourquoi dit tout ça? Parce qu'il n'y a rien d'avéré, il n'y a pas de constat, il n'y a rien. C'est quand même facile de prouver quelque chose. Donc ça, c'est pour le chapitre moteur à eau. Alors attendez, juste pour revenir sur le système Pantone par rapport à la pollution, est-ce qu'il y a une amélioration? Bien sûr,
il y a une amélioration. Quand vous augmentez le rendement de combustion, vous ne crachez pas de macromolécules à brûler. Moi, je vous donne l'exemple. La première fois que j'ai été mêlé à ça, les gens m'ont invité à une espèce de festival écolo, et il y avait un type qui avait monté un économiseur comme ça sur une Mercedes diesel. Alors moi, vous savez, dans ce truc-là, je dis à un scientifique qu'il faut qu'il aille voir. Donc, quand vous prenez une Mercedes diesel et que vous mettez un mouchoir en papier derrière, eh bien, au bout de 2 minutes, le mouchoir est noir. Pourquoi? Parce qu'il y a des tas de brûlés qui sortent. Et puis moi j'ai mis un mouchoir derrière ce pot d'échappement de Mercedes diesel avec son bouilleur d'eau là, et il trouvait que le mouchoir n'était pas sale. Alors après je me suis dit, il y a une expérience que je dois faire, et j'ai carrément, je peux dire que j'ai respiré les gaz d'échappement, mais j'ai mis mon nez près du pot d'échappement, ça sentait pas. Donc de ce côté-là, au point de vue pollution, c'est vraiment génial. Et je veux dire que ce système d'adduction d'eau dans les moteurs, ça devrait être généralisé, parce que là, on lutterait contre la pollution. Mais c'est beaucoup plus rentable de vendre des pots catalytiques qui coûtent très cher et qui en plus sont compliqués à fabriquer. Ok, je crois que je réponds à la question. C'est parfait. Maintenant, si on passe au point suivant de la vidéo, c'était les voitures électriques. Alors, les voitures électriques, les vertus des voitures électriques, on leur prête toutes les vertus. C'est certain qu'il y a eu des essais qui ont été faits aux États-Unis, qui ont été un petit peu contrés. Il y a une chose, c'est que la voiture électrique, elle a ceci de très intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser en ville, vous pouvez même utiliser une voiture électrique avec laquelle vous pourrez rentrer dans un magasin comme un supermarché et faire vos courses avec une voiture, parce que ça dégage rien, c'est évident. Hein. Bon. Maintenant, les gens qui douteront, par exemple, des vertus de voitures électriques devront aller sur Wikipédia, vous allez chercher la voiture électrique et une voiture qui s'appelle la Jamais Contente. Je me contentais simplement de faire remarquer que la première fois qu'on a dépassé 100 km/h avec un véhicule à roues, c'est en 1899 avec une voiture électrique. C'est étonnant. Plus de 100 km/h, voilà, elle s'appelle la Jamais Contente. Bon, voilà ce qui est pour les voitures électriques, parce qu'il faut quand même avancer un petit peu. Ouais. Alors le prochain point, c'est les machines à rendement surunitaire. Alors les machines à rendement surunitaire, alors ça c'est encore un cheval de bataille de tas de gens. Moi j'ai vu aussi des tas de machines de ce genre-là. Je ne sais plus si c'est pas un type qui s'appelait Franck Atem qui avait développé ça. Lui, il a imaginé un système où on a des disques qui au lieu d'être des engrenages, il y a des aimants. Et moi j'ai vu un type me rendre visite avec ce genre de choses qu'il avait payé 2000 € d'ailleurs, en kit, en me disant regardez, ça entraîne. Et ben oui, c'est normal, ça entraîne, vous savez, mettre des aimants face à face, il s'attire, voilà. Et à ce moment-là, l'autre dit je mets un système, un deuxième système, un troisième système. Et alors, vous voyez, là, j'ai 1000 watts, et puis là, j'ai plus 1000 watts, et j'ai 4000 watts, etc. C'est un type qui confond les watts et les volts. Et à ce sujet-là, j'ai vu un bonhomme qui avait acheté ce genre de dispositif. Alors, il a un chalet sur un col, je ne sais plus comment il s'appelle, et là, effectivement, j'ai vu des stages aux gens sur cette espèce d'énergie verte. Et alors, il a une éolienne, il a des capteurs solaires, très bien, c'est très intéressant. Alors, s'agissant de son système à rendement surunitaire, moi, je lui ai carrément écrit, nous sommes une équipe d'ingénieurs, et on est prêt à monter vous voir avec des appareils qui s'appellent des wattmètres, qui permettent de mesurer l'énergie à l'entrée et à la sortie pour vérifier ce que vous dites. Et là, à ce moment-là, il s'est défilé. Il a dit, il ne faut pas confondre puissance et énergie. En fait, il connaît rien, quoi. Je veux dire, là, il y a quelque chose qui déconne, et je peux dire une chose, c'est que dans ces systèmes à rendement surunitaire, il n'y a aucune manip qui donnait des résultats tangibles. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi cette mode s'est répandue. Vous voyez, un scientifique, il doit être ouvert à tout. Hein, il ne doit pas dire c'est pas possible parce que. Simplement, il y a une chose qu'on peut dire, c'est montrez-nous. Et là, quand on cherche à voir des choses qui se montent, il n'y a pas moyen. Alors ça, dans ces machines-là, vous avez des générateurs magnétiques. Dès qu'il y a des aimants, que c'est magnétique, alors ça devient du rêve. Il faut savoir que dans un aimant, il y a une énergie P2 sur 2,0, qui est importante. Et à ce moment-là, des gens pourront très bien faire fonctionner les générateurs en faisant rentrer de la puissance électrique en sortant. Il y en a un peu plus en sortant. Ça vient de la démagnétisation des aimants, quoi, c'est tout. Alors, dans ce truc-là, c'est impossible d'avoir un protocole, d'avoir un article, d'avoir une publication scientifique où le type dit nous avons fait ça, nous avons sorti plus d'énergie que nous n'en rentrions et les aimants n'ont pas été démagnétisés. Ça, on n'a pas non plus. Voilà encore des choses qui foutent le camp. D'accord. Enfin, dernier point, c'est l'énergie du vide. Là aussi, pour vous, c'est faux. Alors
Alors, c'est pas le dernier point, mais disons que ça évoque cette espèce de mythe, tu vois, de rumeur qui est l'énergie Tesla. Alors Tesla, effectivement, quand on connaît bien sa vie, c'est un type complètement fantastique. Hein. Il a inventé le courant alternatif, il a inventé l'adduction, il a pratiquement inventé la radio, il a inventé la télécommande, il a inventé le radar, il a dit qu'on pouvait transporter de l'énergie avec des ondes. Tout ça, c'était un visionnaire absolument incroyable. Puis en 1891, il fait une conférence à l'université et il dit, je vais même jusqu'à penser que le vide est plein d'énergie, que nous avons de l'énergie qui baigne autour de nous, etc. Bon, et à ce moment-là, vous savez que quand il est mort, ses archives ont été dispersées, ça a été récupéré plus ou moins, et à ce moment-là est né le mythe comme quoi Tesla avait fait une découverte fantastique, son brevet avait été étouffé, ceci et cela. Bon, peut-être, hein, mais on n'a rien de concret. On n'a rien de concret, et cette énergie Tesla, il y a une chose aussi qui est particulièrement suspecte. Quand vous prenez un film comme Sirius, le film de Greer, eh bien Greer, qui est un des informateurs chefs, puisque pour lui le sujet OVNI, il faut absolument le démolir, eh bien il se sert de cette pantalonnade je me rappelle de Greer disant, j'ai à la main un petit appareil qui a été créé par un autodidacte, et avec lequel il alimente tous les appareils de sa maison, sa machine à laver, etc. Ça, c'est un mensonge, c'est tout. Donc, en disant des choses comme ça, qui sont fausses, dont on ne peut trop apporter aucune preuve, ça permet de discréditer un sujet. Donc là, disons que cette énergie des vides, ces moteurs surnuméraires, tout ça, ça fait partie de cette espèce de bruit de fond général qui pollue complètement la perception réelle de certains trucs. Il y a aussi une chose, par exemple, c'est la fusion froide. La fusion froide, moi j'y crois, moi je pense qu'un jour ça va se faire. Moi j'ai des tas d'amis qui suivent ça avec intérêt, et puis pas un intérêt critique, un intérêt positif. Et à chaque fois qu'apparaît quelque chose, je dis à mon copain Elio, qu'est-ce qu'il en est? Il dit malheureusement, c'est comme du beurre au soleil. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen d'avoir de trucs concrets. Vous avez ces inventeurs géniaux, quand on leur demande des précisions sur leurs inventions, ils disent, je ne peux pas vous les donner parce que c'est breveté. Et puis ça finit par disparaître. Voilà. D'accord. Donc en conclusion, la vidéo, c'est du pipeau, quoi. Pipeau complet. D'accord. Voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Merci Jean-Pierre. Ok. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, des infos dont on parle peu. Je vais vous donner rendez-vous non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines pour la dernière de l'année 2013. Je vous remercie encore tous pour votre attention. Je vous remercie tous pour toutes les informations que vous m'envoyez tout au long de la semaine. J'essaye de faire le maximum pour trier et pour en donner le maximum donc aux gens. Je vous remercie aussi pour votre soutien. N'oubliez pas de suivre les informations sur le site internet agenceinfolibre.fr. Alors la semaine dernière, on a eu pas mal de coupures sur le site, parce qu'en fait il y a eu trop de connexions, on a été victime de notre succès, donc on va essayer de rétablir ça dans les semaines à venir. Il y a aussi la chaîne YouTube, notre chaîne Facebook, le Twitter bien évidemment, vous êtes habitués, je vais vous redonner tout ça comme d'habitude. Rendez-vous donc dans 2 semaines, ne quittez pas, j'ai une petite annonce pour vous qui va suivre. Voilà, rendez-vous dans 2 semaines, à bientôt, ciao. Salut à tous, merci à vous de nous suivre sur cette chaîne, merci à vous de suivre l'Agence Infolibre, merci de contribuer au développement de l'Agence Infolibre. Cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous annoncer la sortie prochaine du calendrier 2014 de l'Agence Infolibre. Alors actuellement, Olive et moi-même, nous sommes en train de nous mettre en place pour terminer ce calendrier. Alors en exclusivité, voici les 2 premiers dessins d'Olive pour ce calendrier. Celui du mois de janvier, celui du mois de février. Voilà, c'est Olive qui est en train de faire les dessins. Je vous promets qu'ils sont absolument magnifiques. Le calendrier est à acheter sur notre site internet agenceinfolibre.fr. Sur l'onglet e-shop, vous pouvez précommander le calendrier donc 2014 qui est à un prix de 16 € port compris. Alors vous comprendrez que comme on a des petits moyens, on fait avec les moyens du bord donc. Et ce calendrier pour l'instant est à acheter seulement depuis la France métropolitaine. Donc voilà, si vous voulez aider Agence Infolibre à se développer, merci à vous de précommander notre calendrier 2014. Je pense que vous ne serez pas déçus. Merci à vous. Ciao.